Bonjour à tous. La web diffusion va débuter dans une minute. Bienvenue à tous à cette web diffusion intitulée Les biomarqueurs et l'avenir des soins du cancer. Donc, la médecine personnalisée a vraiment évolué au cours de la dernière décennie et Dr Pierre Villeneuve abordera aujourd'hui les tests de biomarqueurs qui sont utilisés pour déterminer le profil exact d'un cancer du sang, pour surveiller sa progression et déterminer la meilleure option de traitement disponible pour une personne nouvellement diagnostiquée. Donc, il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, mon nom est Joliane Pelletier et je suis la chef des services à la communauté pour la région du Québec et d'Ottawa à la Société de leucémie lymphome du Canada. Donc, je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation va durer environ 60 minutes et va comprendre aussi une période de questions et réponses à la fin. Donc, puisque vous êtes nombreux, vous avez probablement remarqué que vous êtes en mode silencieux, mais on va tout de même vous inviter là, à la fin à poser vos questions dans la section questions et réponses. Puis, on va les lire à voix haute. Donc, parfait, on est déjà à la prochaine diapositive. Donc, je voulais vous présenter la mission à la Société Leucémie Lymphome du Canada. Donc, c'est de trouver un remède contre les cancers du sang, mais également d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. Prochaine diapositive. Donc, nous sommes là pour vous aider. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long du parcours, donc du diagnostic à plusieurs années suite à la rémission. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Vous voyez à l'écran mon courriel, celui de ma collègue Pascal et notre ligne téléphonique. Donc, ça va nous faire un réel plaisir de vous aider. Prochaine diapositive. Donc, notre site Internet cancer au pluriel du sang.ca regorge d'informations et de ressources. Par exemple, vous y trouverez des brochures, des fiches d'informations gratuites sur les cancers du sang, sur les traitements et de l'information pratique. Puis, vous y trouverez également des vidéos animées, les enregistrements de nos web-diffusions passées et des balados. Prochaine diapo. Euh, Aussi, si vous aimeriez échanger avec quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que vous, c'est possible de le faire grâce à notre programme de soutien par les pairs. Donc, des bénévoles formés offrent de l'information et un soutien empreint d'empathie en témoignant de leur expérience avec un cancer du sang. Donc, dans la mesure du possible, on essaie vraiment de jumeler les participants et les bénévoles en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur situation familiale et de leur diagnostic. Prochaine diapo. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier, donc Dr Pierre Villeneuve. Dr Villeneuve est professeur adjoint au sein de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Il fait également partie du Centre des maladies du sang de l'Hôpital d'Ottawa. Ses champs d'expertise cliniques sont les néoplasmes myéloprolifératifs et les leucémies. Ses recherches cliniques portent sur l'amélioration des traitements des néoplasmes myéloprolifératifs, puis il a aussi un axe de recherche sur l'économie de la santé. Donc, Docteur Villeneuve, la parole est à vous. Donc, merci beaucoup, Juliane, pour l'introduction et merci beaucoup à la Société des leucémies et lymphomes du Canada pour l'invitation et à tous ceux qui participent. Je pense que c'est une très bonne opportunité peut-être de démystifier certains aspects quant au cancer hématologique et puis j'espère que cette session vous sera informative. Donc, dans un premier lieu, je pense que c'est important de juste retourner à la base, au fondement de ce que c'est les cancers du sang. Et pour ce faire comprendre, il faut comprendre d'où la production de cellules de sang normales, comment est-ce que ça a lieu. Donc, les cellules du sang, en fait, originent tous de cellules souches. OK?
ces cellules souches-là vont originer, elles, au niveau de la moelle osseuse. Les cellules souches vont avoir l'opportunité de se différencier, donc acquérir d'autres propriétés plus matures qui vont donner lieu à des précurseurs de cellules lymphoïdes et qui vont donner lieu éventuellement à des cellules lymphoïdes normales, fonctionnelles. L'autre option ou la grande pour les cellules souches, c'est qu'elles se différencient en cellules précurseurs myéloïdes, qui, eux, vont se différencier en cellules qui vont donner lieu à des globules rouges, qui, eux, sont responsables de transporter du sang, ou des plaquettes qui, elles, sont responsables de prévenir des saignements, et des cellules, des neutrophiles et des monocytes qui, eux, sont responsables aussi de vaincre les infections. Or, ce processus-là de différenciation et de maturation est hautement régulé et nécessite la coordination de milliers de gènes. Donc, ils vont devoir être exprimés à différents moments et à différents degrés, dépendamment du stade de maturation des cellules. Okay? Et vous pouvez imaginer que c'est comme tout système qui est complexe, c'est sujet à des erreurs. Okay? Et un cancer, ça débute lorsqu'il y a une ou plusieurs modifications de l'ADN, donc des gènes, dans une cellule souche qui va donner lieu à des cellules anormales, des cellules cancéreuses. Ce qui se passe dans les cancers du sang, c'est qu'il y a un nombre supérieur de cellules souches sanguines qui vont avoir acquis une ou plusieurs types de mutations, ce qui va donner lieu à une augmentation de cellules anormales. À mesure que les cellules sanguines mutées se répliquent et se divisent, ils vont transmettre des mutations à de nouvelles cellules, donnant lieu à un cancer hématologique, donc soit une leucémie, un myélome, un néoplasme myéloprolifératif ou même un lymphome. Cette diapo ici, c'est une diapo que vous allez voir plusieurs reprises le long de la présentation. C'est juste pour vous donner une perspective des différents types de cellules du cancer hématologique, puis aussi leur origine. Donc, ce que je vous avais expliqué au cours de la diapo précédente, c'est que nous avons des cellules souches qui vont se différencier, donc acquérir des propriétés qui vont donner lieu à des précurseurs lymphoïdes. Et lorsqu'il y a une maturation normale, ils vont donner lieu à des lymphocytes B ou des lymphocytes T, et dans certains cas, des cellules plasmatiques. Okay, ça, c'est le processus normal. Et les cellules souches peuvent devenir des précurseurs myéloïdes qui vont, eux, se différencier en neutrophiles ou même des plaquettes, globules rouges, monocytes, et ainsi de suite. Okay? Les cancers hématologiques vont avoir lieu lorsqu'il y a des mutations qui vont avoir été acquises. Si les mutations vont affecter les cellules immatures, ça va donner lieu à des leucémies aiguës, donc des leucémies lymphoblastiques aiguës si ça affecte le lignage lymphoïde, et des leucémies myéloïdes aiguës si ça affecte le lignage myéloïde. Vous pouvez imaginer que quelqu'un qui a une leucémie myéloïde aiguë ne va pas avoir des cellules matures normales parce qu'il va avoir une dysfonction. Donc, les plaquettes, les globules rouges, et ainsi de suite, vont être anormales. Et même chose pour les leucémies lymphoïdes aiguës. Donc, la formation de cellules normales est affectée. Les lymphomes, tant qu'à eux, vont affecter des cellules, vont être dus à des mutations qui vont donner lieu à des cellules plus matures que des leucémies. Ça peut affecter les lymphocytes B ou les lymphocytes T. Et le myélome multiple, lui, est dû vraiment à des mutations qui vont affecter des cellules plasmatiques. Quant à la leucémie myéloïde chronique, ça va affecter surtout des cellules plus matures, donc des cellules neutrophiles en l'occurrence. Et ce qu'on sait, c'est que les cellules cancéreuses ont des propriétés différentes. Donc, c'est un des problèmes avec les cancers, c'est que non seulement il y a beaucoup de cellules accumulées, mais ces cellules-là n'ont pas les fonctions normales. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une fonction sanguine qui montre que, par exemple, les globules blancs sont à 100, donc un nombre beaucoup plus élevé que la normale, mais ces cellules-là ne font pas ce qu'ils sont supposés faire, de sorte que ces patients-là sont effectivement immunosupprimés, même si leurs globules blancs sont très, très élevés. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais c'est simplement que les fonctions sont perdues. Okay? Et les anomalités sont dues à des mutations au niveau génétique. Donc, ces cellules-là vont exprimer différents gènes et différentes protéines que ce qu'elles devraient exprimer normalement. Okay?
cette diapo-là, c'est vraiment juste pour mettre les pendules à l'heure ou en tout cas clarifier ou peut-être le lien entre les protéines et puis l'origine des cellules ou des mutations. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le dogme central, si vous voulez, c'est qu'on nous avons un génome. Okay? Nous avons des chromosomes qui ont sur lesquels il y a beaucoup de gènes, il y a des millions de gènes en fait. Okay? Puis l'analogie du génome, c'est comme un gros livre de recettes. Okay? Donc, il y a des milliers de recettes ou des centaines, dépendamment du type de recette. Puis il peut y avoir, par exemple, une dizaine de recettes ou vingtaine ou même des centaines de recettes sur comment faire des biscuits. Il va y avoir différents types de biscuits que vous voulez, dépendamment des circonstances, du type de personnes que vous voulez inviter, et ainsi de suite. Différentes propriétés avec gluten, sans gluten, et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir beaucoup de différents types de recettes. De la même façon, vous avez différents gènes qui vont faire des choses parfois très différentes, des fois des choses similaires. Mais ce que vous voulez, c'est utiliser ces gènes-là pour produire quelque chose, en l'occurrence des protéines. Mais avant de parvenir à ça, vous devez utiliser, ce que vous allez faire, vous allez transcrire les gènes d'intérêt en ARN. Donc, les gens, maintenant, sont beaucoup plus familiers avec l'ARN à cause des vaccins de Moderna et puis de Pfizer qui utilisent la technologie de ARN. Donc, l'ARN va être transcrit à partir de l'ADN et éventuellement traduit en protéines. Donc, les protéines, c'est vraiment le produit final, c'est ce que vous voulez. Et puis, l'analogie en termes de recettes, c'est que c'est comme si vous choisissez de votre livre de recettes, vous choisissez la recette que vous voulez. Donc, vous dites, vous avez produit, vous avez des invités, la moitié sont intolérants au gluten, et puis vous voulez donc une recette qui permet d'avoir des biscuits, puis ils aiment le chocolat. Donc, des biscuits au chocolat sans gluten. Vous allez prendre cette recette-là, vous allez transcrire seulement les gènes qui vont être pertinents pour cette recette-là. Donc, vous allez prendre cette recette-là et puis éventuellement faire le produit final. Donc, les biscuits sans gluten avec le chocolat, par exemple. OK? Donc, il y a tout un processus. Évidemment, ça, c'est très simplifié, mais c'est le concept, c'est vraiment juste ça. Les biomarqueurs. Donc, c'est le sujet, évidemment, de notre conférence. Puis, des fois, ça génère beaucoup de questions ou c'est peut-être pas clair ce que c'est, parce que la raison pour laquelle c'est pas clair, c'est parce que les biomarqueurs, en fait, c'est beaucoup de choses. Il n'y a pas un biomarqueur, il y a des milliers de biomarqueurs qui ont différentes natures. Okay? La définition, peut-être la meilleure que je peux donner, c'est celle qui est décrite là. Donc, un biomarqueur, c'est un marqueur biologique. Okay? Ça peut être présent dans le sang ou d'autres liquides ou d'autres tissus. Donc, les biomarqueurs sont le signe d'un processus parfois normal ou anormal. Et puis, il peut être présent dans une maladie ou même au sein de quelqu'un qui n'a pas de maladie. Et puis, les biomarqueurs en soi peuvent être issus de cellules cancéreuses ou même de cellules normales. Ils peuvent se trouver dans le sang, des selles, d'urine, des tissus tumoraux ou d'autres liquides corporels. Donc, comme vous voyez, en fait, les biomarqueurs, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Donc, juste pour vous montrer un exemple, ça peut être des réarrangements génétiques. Ça peut être des mutations génétiques très spécifiques. Ça peut être des protéines de différentes natures, issues de différentes cellules. Ça peut être des copies supplémentaires de gènes ou des gènes manquants ou d'autres molécules. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il y a un biomarqueur, pour moi, ça ne veut rien dire parce que vous voulez savoir c'est quoi, quel type de biomarqueur. Est-ce que c'est une protéine? Est-ce que c'est un gène? Est-ce que c'est un gène qui manque? Est-ce que c'est un gène muté? Ou quoi que ce soit. Donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Vous voulez aussi savoir si c'est associé à quelle maladie? Est-ce que c'est associé aux cellules cancéreuses en soi? Et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de caractéristiques, si vous voulez, qui peuvent être associées à un biomarqueur. OK? Les biomarqueurs, c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc, ça n'existait pas il y a 30 ans. Mais certainement, il y a beaucoup, beaucoup d'applications cliniques. Donc, pour ceux qui ont des discussions à propos de cancer avec des cliniciens, avec des médecins, il y a peut-être eu des allusions à différents types de biomarqueurs. Certainement, en termes d'application, il y a un rôle défini, clair, quant au diagnostic. Donc, certaines
pathologies vont être définies en fonction d'un biomarqueur très, très spécifique. Okay? Ça peut être une protéine ou un gène, tel que je l'ai mentionné plus tôt. Puis je vais vous donner un exemple concret plus loin lors de la présentation. L'autre utilité des biomarqueurs, c'est au niveau prognostique. Okay? Donc, certains biomarqueurs vont pouvoir vous donner une idée de la chance, de la probabilité, si vous voulez, que le cancer va répondre ou non à un type de traitement donné. Okay? Donc, c'est quelque chose d'utile, qui est utile. Donc, imaginez si vous avez, on vous présente un traitement, puis vous êtes, on vous dit que ça va être très toxique, mais si on vous dit que les chances de survie sont très bonnes, vous allez être beaucoup plus porté à vouloir recevoir ce traitement-là que si je vous dis que le traitement est toxique, puis en plus de ça, les chances de succès sont très basses. Okay? L'autre aspect des biomarqueurs qui génère beaucoup d'intérêt et de plus en plus beaucoup d'intérêt en termes de recherche, puis qui va avoir un impact sur la façon qu'on traite les gens qui souffrent d'un cancer, c'est au niveau de la prédiction. Donc, ça va nous permettre de mieux choisir les traitements. Donc, on va avoir de plus en plus des traitements où on va pouvoir dire, vous avez ce biomarqueur-là, on a un médicament qui est très utile pour ce type de biomarqueur-là. Okay? Donc, ça, c'est les applications au niveau des biomarqueurs en cancérologie. Okay? Le premier exemple, ça va être que je vais vous montrer, ça va être pour, donc je vais vous donner au cours des prochaines diapos trois exemples concrets pour de biomarqueurs. Okay? Donc, le premier, c'est la mutation BCR-ABL au niveau de la leucémie myéloïde chronique. Donc, encore une fois, revenant à notre diapo antécédente, la leucémie myéloïde chronique est issue de mutations qui vont donner lieu à l'accumulation de cellules plus matures que les leucémies aiguës. Ça va affecter des granulocytes, donc les cellules comme les neutrophiles, par exemple. Okay? Et puis, c'est une maladie, ça, qui, la leucémie myéloïde chronique, avant, évidemment, il n'y avait aucun traitement. Donc, dans les années 50, les hypothèses, et avant ça, on ne pensait pas que les cancers avaient une origine génétique. C'est quelque chose qui maintenant semble tellement aberrant, mais la réalité, c'est qu'avant, on ne comprenait pas qu'il pouvait avoir une nature génétique. Or, dans les années 50, il y avait deux médecins, donc un Dr. Nowell et son étudiant gradué, en fait, ont fait l'observation dans la ville de Philadelphie que certains patients qui avaient une forme de leucémie chronique avaient des chromosomes qui semblaient anormaux. Donc, ils regardaient les chromosomes au microscope, puis ils pouvaient dire, ah, mais écoutons, il semble avoir des anomalies. Donc, ils avaient publié deux cas. Et puis, après ça, ça a sollicité beaucoup de discussions parce qu'encore une fois, ça mettait au défi la notion qu'il y avait un lien génétique potentiellement avec certains cancers. Subséquemment, ils ont identifié beaucoup d'autres cas qui avaient d'autres mutations. Donc, la seule chose qu'ils avaient identifié une mutation au niveau des chromosomes, puis ça a donné un nom qui s'appelle le chromosome de Philadelphie. Ce n'est que 20 ans plus tard, 15-20 ans plus tard, qu'à cause qu'on avait des meilleures techniques de biologie moléculaire, que la nature de cette mutation-là a été identifiée, puis ça a donné lieu à l'identification de la protéine BCR-ABL. OK? Et puis, la molécule est représentée ici. Donc, ce que vous avez à gauche, c'est les chromosomes normaux. Donc, vous savez peut-être que nous, l'humain, a 23 chromosomes. Donc, 23 paires de chromosomes, donc une paire étant des chromosomes sexuels. Okay? Donc, chaque chromosome a une longueur spécifique. Okay? Et puis, par exemple, le chromosome 9 est illustré ici, le chromosome 22. Okay? Puis, évidemment, sur les chromosomes, il y a toutes les protéines ou les gènes qui sont alignés. Okay? Or, les patients qui ont la leucémie myéloïde chronique, ils ont un réarrangement. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la portion du chromosome 9 est allée là où il y avait le chromosome 22 et ainsi de suite. Ce qui fait que le chromosome 22 est un petit peu plus court et le chromosome 9 est plus long. C'est ce qu'ils avaient observé au niveau du microscope. Okay? Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsque ces deux gènes-là, il y a une translocation, nous avons tout d'un coup l'approximation. Donc, le gène ABL et le gène BCR, tout d'un coup, deviennent
sous-jacents, donc deviennent l'un à côté de l'autre, ce qui donne lieu à une aberration. L'aberration, c'est que le gène BCR-ABR va être transcrit, donc va donner lieu à des protéines BCR-ABL de façon irrégulée, c'est-à-dire que ça va être produit de façon constante, sans qu'il y ait besoin physiologique. Okay? Donc, c'est une aberration. Et ça va donner lieu à des caractéristiques très spécifiques aux cellules qui ont cette mutation-là. Spécifiquement, ça va augmenter la prolifération des cellules qui ont cette mutation-là. Ça va causer une différenciation accrue. Donc, les cellules mutées vont se différencier, donc vont être, au microscope, avoir l'air mature, même si leur fonction est altérée un peu. Ils vont avoir une survie cellulaire accrue. Donc, normalement, les cellules sanguines vont mourir après un certain laps de temps. Or, les cellules qui ont cette mutation-là vont vivre beaucoup plus longtemps que prévu, ce qui est une caractéristique des cellules cancéreuses. Ils refusent de mourir. On voudrait s'en débarrasser, mais ils restent là. Et en plus de ça, ils vont avoir des propriétés physiologiques distinctes. Donc, ils vont avoir, par exemple, une augmentation d'adhésion cellulaire. Okay? Donc, tout ça va donner lieu à la maladie de la leucémie myéloïde chronique. Okay? Et puis, non traitée, c'est une maladie qui va être universellement mortelle. Avant, les premiers traitements, c'est les chimiothérapies, puis les greffes de la moelle osseuse, mais parce que nous avions identifié un biomarqueur très spécifique, dans ce cas-ci, il y a beaucoup de recherches qui avaient été faites pour identifier si on ne pouvait pas inhibiter l'enzyme, la tyrosine kinase, donc la molécule qui donne lieu à tous ces problèmes-là dont on a discuté, la prolifération, différenciation, la survie cellulaire accrue. Donc, ça a donné lieu à le développement de d'inhibiteurs à la tyrosine kinase. Donc, le premier qui a été développé, c'est le Glivec ou l'imatinib, qui a évidemment révolutionné le traitement de cette maladie-là. Depuis, il y a d'autres inhibiteurs qui ont été développés, dont le dasatinib, l'inotinib, il y en a d'autres. Okay? Le mécanisme d'action n'est pas très compliqué. Ce que ça fait, c'est tout simplement inhibe l'activité enzymatique. Donc, c'est-à-dire, ça empêche l'enzyme ou la molécule de fonctionner. Donc, vous avez une molécule qui, oui, est encore là, le chromosome de Philadelphie est encore là, mais effectivement, les cellules qui ont cette mutation-là n'ont pas d'avantage, donc ils vont être éliminés. Okay? Les études cliniques ont démontré que le traitement aux inhibiteurs de la tyrosine kinase était un traitement très efficace. Et, à un point tel que les patients ont une durée de vie, une espérance de vie qui est comparable à des patients normaux, donc des patients qui n'ont pas de maladie, cancer. Et ça devient un coût minime. Donc, c'est-à-dire que les effets secondaires sont minimes, certainement comparés aux traitements qui étaient disponibles avant. Donc, les traitements avant, c'était des traitements, comme je vous ai dit, la leucémie, chimiothérapie et des greffes de moelle osseuse. Donc, c'est donc des traitements qui sont beaucoup, beaucoup plus faciles à tolérer. De plus, le fait qu'on a un biomarqueur, le BCR-ABL, nous permet, au niveau moléculaire, on peut suivre la progression de la maladie. Donc, on peut détecter avec un haut niveau de précision si oui ou non le patient répond et dans quelle mesure il répond. Donc ce paragraphe-là ici, c'est vraiment l'état de ça. Donc, la surveillance du BCR-ABL est possible et ça nous permet de détecter par la réaction en chaîne par polymérase quantitative ou le test de PCR. Donc, ça nous permet de détecter à des niveaux très, très, très sensibles, donc très, très, très faibles. Si oui ou non, la personne n'a pas toujours des mutations. Puis ce qu'on voit cliniquement, c'est que la majorité des gens, des cas, dans l'ordre de 50 à 80 des cas, à l'intérieur d'un an de traitement, ne vont pas avoir de chromosomes Philadelphie qui vont être détectables. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que la réponse ne veut pas dire une guérison, mais tout de même, les gens ils peuvent avoir aucun symptôme et certainement demeurer en vie pendant très longtemps maintenant avec ce traitement-là. Donc c'est vraiment un exemple d'un biomarqueur qui non seulement est important au niveau diagnostic, parce que c'est une mutation spécifique qui va permettre de confirmer le diagnostic, mais au niveau thérapeutique, on a une thérapie très, très spécifique et sur quoi on peut, en utilisant le marqueur, on peut suivre le niveau de réponse. Okay? Donc, c'est vraiment un biomarqueur, un exemple d'un biomarqueur qui a vraiment complètement changé la façon qu'on traite
cette maladie-là. Maintenant, la deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la leucémie myéloïde aiguë, ou LMA. Et puis, le biomarqueur en question, c'est la protéine ou gène FLAT3, ou FLT3. Okay? Donc, encore une fois, on revient à notre diapo du début. Pour les leucémies myéloïdes aiguës, ça vient affecter des cellules qui sont assez matures, ici. Et puis, les gens qui ont de la leucémie myéloïde aiguë vont avoir une dysfonction au niveau de la formation de cellules sanguines normales. Donc, ils vont être anémiques, ils vont être thrombocytopéniques et leur système immunitaire va être très affecté. OK? Puis, une grosse différence entre la leucémie myéloïde aiguë et la leucémie myéloïde chronique, c'est qu'il n'y a pas une mutation. Okay? Donc, les recherches initiales pour la leucémie, on a essayé de trouver une mutation, mais ce dont on s'est rendu compte rapidement, c'est qu'en fait, il y avait typiquement beaucoup de mutations. Et plus on en cherche, plus on trouve des mutations chez les gens qui ont des leucémies. Puis l'hypothèse actuelle, qui est basée sur plusieurs recherches, c'est qu'en fait, les patients probablement commencent à acquérir des mutations même dès leur jeune âge. Sauf que les mutations, typiquement, peuvent avoir peu ou pas de conséquences. Donc, les gens peuvent avoir une formule sanguine normale, qualité de vie qui est tout à fait normale, avoir aucun symptôme, même dans l'âge adulte, mais à un moment donné, ils acquérissent une mutation et, éventuellement, une mutation supplémentaire donne un avantage prolifératif. Et là, on développe ce qu'on appelle une leucémie. Donc, les cellules affectées vont avoir une prolifération accélérée, ne vont pas se maturer de façon normale, donc ne vont pas devenir des neutrophiles normaux, par exemple. Et puis, ils vont affecter la transcription de toutes sortes de gènes. Donc, l'implication de ça, c'est qu'au niveau fonctionnel, les cellules sont très anormales, ne font pas ce qu'elles doivent faire. OK? Puis, ce dont on est rendu compte, c'est effectivement, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de mutations en fait, qu'on voit au niveau de la leucémie. Ça, c'est juste un exemple d'une publication qui a été faite il y a plusieurs années dans le New England où on regardait les différents types de mutations chez des gens qui ont de la leucémie. Puis, ce que vous voyez en noir ici, ce sont différents types de mutations, dont la FLAT3 qui est présente dans à peu près 30% des cas. Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, les gens n'ont pas juste une mutation. Donc, par exemple, quelqu'un qui a FLAT3, il y a une bonne probabilité d'avoir une commutation avec un gène qui s'appelle NPM1. C'est aussi possible d'avoir une mutation avec le DNMT3, par exemple. Puis, c'est possible d'avoir 3, 4, 5, 6 mutations. Ce qu'on voit ici, c'est une liste de différentes mutations avec leur incidence, donc la probabilité de les trouver. Donc, la mutation FLAT3 est trouvée dans 30% des cas, approximativement, dépendamment des populations qu'on étudie. Donc, c'est quand même une mutation qui est très commune, mais la réalité, c'est que ce n'est pas une liste complète. Plus on cherche, on identifie les mutations, plus on va en trouver. Okay? Donc, il y en a beaucoup plus que ça, en fait. La question est quelle est leur implication. Donc, ce qu'on trouve au niveau de la leucémie de la protéine FLAT3, c'est qu'elle a un impact au niveau du prognostic. Okay? Donc, il y a beaucoup de caractérisation qui est faite quant à la signification de ces mutations-là. Okay? Donc, je vous ai parlé des gens qui ont la mutation FLAT3, ils ont un prognostic qui est considéré comme étant en haut risque. Okay? Donc, ça veut dire que beaucoup de gens qui ont cette mutation-là vont avoir une espérance de vie réduite par rapport, par exemple, à des gens qui ont la mutation PML-RARA, qui, eux, ont très bon prognostic. Et les gens qui ont la mutation TP53, malheureusement, c'est un prognostic qui est une maladie qui est beaucoup plus difficile à traiter. Donc, cette prognostication en fonction des biomarqueurs est quelque chose est beaucoup mieux qu'on l'avait avant. Donc, l'observation qu'on avait avant, les outils qu'on avait avant nous permettaient simplement de constater que l'âge avait un rôle prognostique. Donc, les gens qui étaient plus âgés avaient un prognostic qui était beaucoup plus pauvre. En d'autres mots, ils étaient plus susceptibles de ne pas répondre au traitement et de mourir plus rapidement. Ce n'est pas surprenant en partie parce qu'on sait que les gens plus âgés ne peuvent pas tolérer les traitements qui sont plus agressifs, qui sont nécessaires pour guérir, par exemple, des leucémies aiguës. L'autre aspect, c'est que les gens qui sont plus âgés, ce dont on se rend compte, c'est que souvent, ils ont des biomarqueurs qui sont plus associés à des prognostics plus agressifs. Donc, ils ont vraiment deux désavantages chez les personnes âgées.
la génétique et les tests biomarqueurs nous permettent de classifier davantage les leucémies en ceux qui ont un pronostic défavorable, par exemple ceux qui ont une mutation FLAT3, et pronostic plus favorable. Donc ça, c'est important parce que imaginez un patient qui a, par exemple, 60 ans ou 70 ans et vous êtes inquiète quant aux toxicités de chimiothérapie, mais si on dit à ce patient-là, vos chances de survie sont très bonnes, il va être plus amené à accepter la toxicité de la chimiothérapie. Par contre, il peut être moins intéressé à un traitement toxique si on lui dit que les chances de survie sont très pauvres. Okay? Donc, ça a un impact non seulement à la décision de traiter ou non, et de la façon qu'on traite. Donc, si on va, par exemple, soumettre le patient à une greffe d'amont osseuse ou quel type de chimiothérapie ou de traitement qu'on va utiliser. Okay? Donc, maintenant, on va revenir au biomarqueur d'intérêt, le FLAT3. Okay? Donc, le FLAT3, c'est simplement un récepteur qui est au niveau des cellules. Ça, c'est la membrane des cellules hématologiques, plus spécifiquement des cellules myéloïdes, okay? Des cellules cancéreuses. Donc, chez quelqu'un, c'est un marqueur qu'on trouve normalement, là, qui, normalement, suite à l'interaction avec un ligand, donc une protéine, spécifique FLAT3, va donner lieu à l'activation du récepteur FLAT3. Okay? Puis cette activation-là va donner lieu à une augmentation de prolifération cellulaire. Donc ça, c'est normal, une régulation, puisque l'activation va seulement avoir lieu s'il y a le ligand. Okay? Quand quelqu'un a une mutation du FLAT3, quand une leucémie a cette mutation-là, ce qui va arriver, c'est que le récepteur n'a même plus besoin du ligand pour être actif. Donc, il va être actif tout le temps. Donc, ça, ce que ça implique, c'est qu'on appelle ça une activation constitutive. Okay? C'est le terme qui est utilisé. Puis l'implication, c'est que les cellules leucémiques vont avoir une augmentation de leur prolifération et survie cellulaire. Donc, c'est ça pourquoi les leucémies ont cette mutation-là ont un prognostic adverse. En termes de traitement, et puis ça l'a généré, donc ça a une implication au niveau du prognostic, mais aussi ça a généré beaucoup d'intérêt quant au développement de traitements ciblés. Donc l'idée, c'était de développer évidemment des inhibiteurs de FLAT3. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc à l'heure actuelle, au Canada, on a deux inhibiteurs FLAT3 qui sont disponibles. Il y a le midostaurin qui est utilisé et le gilteritinib. Les deux sont démontrés comme ayant une augmentation de la probabilité de survie. Donc, c'est quand même un apport très significatif. Donc, c'est encore un exemple, ça c'est un exemple vraiment d'un biomarqueur qui non seulement, dans ce cas-ci, l'implication quant au prognostic, mais aussi au niveau thérapeutique. Okay? Puis ça, cette diapo-là est vraiment pour illustrer l'impact au niveau clinique. Donc, ce que vous avez dans l'axe X ici, là, c'est vraiment à une échelle du temps. Et puis ici, l'axe Y, c'est la survie. Donc, ce qu'on a, c'est qu'avant les années 2005, le prognostic n'était pas très bon, mais qu'il y a une augmentation de la survie depuis l'introduction des tests de FLAT3 et surtout depuis l'introduction des midostaurin ou même du gilteritinib. Okay? Donc maintenant, les gens qui ont malheureusement un diagnostic de leucémie vont devoir être admis, ils vont devoir suivre toutes sortes de tests diagnostiques. Okay? Les tests diagnostiques vont comprendre des analyses de sang, une ponction médulaire ou une biopsie de la moelle osseuse, une cytométrie en flux. Ça, c'est un test qui permet de savoir c'est quoi les protéines à la surface des cellules leucémiques et des tests génétiques. Donc, le PCR, séquentiel génome entier, séquençage ciblé de nouvelle génération, qui vont permettre d'identifier différentes mutations. Par exemple, le FLAT3 dont j'ai parlé, le BCR-ABL et ainsi de suite. Donc, tout ça va nous permettre d'identifier des biomarqueurs, entre autres. Et ça va nous permettre d'avoir une chimiothérapie, donc un traitement qui va être plus personnalisé, plus ciblé. Donc, permettre d'identifier quel patient devrait avoir de la chimio et peut-être même quel type de chimiothérapie, quel patient devrait ou non subir une greffe de la moelle osseuse et quel type de traitement, si disponible, ciblé. On considérerait, par exemple, les inhibiteurs de FLAT3 ou des inhibiteurs de la tyrosine kinase dans le cas de leucémie myéloïde chronique.
OK? Donc, tout ça, ce sont des exemples concrets là, dans le monde de la leucémie. Mais tout à l'heure, une des diapos antérieures, je vous ai dit qu'il y avait, dans le cas de la leucémie aiguë, il y avait des mutations successives qui donnaient lieu à la leucémie aiguë. Donc, peut-être une opportunité, en fait, ce que les chercheurs, dont mon collègue Dr. Michael Ra à l'Université de Kingston, qui, lui, s'intéresse à trouver des mutations à des stades beaucoup plus tôt. Parce que la question sous-jacente, c'est mais si on identifie les mutations alors qu'ils sont tôt, alors que le patient n'a pas de symptômes, peut-être qu'on peut prévenir le développement de la maladie leucémie aiguë. Puis ça a donné lieu, entre autres, à la recherche quant à l'hématopoïèse clonale de signification indéterminée. Donc ça veut dire qu'on a des cellules qui ont des mutations qui ne causent pas des problèmes. Donc le patient n'a pas de leucémie, il n'y a pas de cytopénie, ou s'il y en a, ça va être très marginal, mais qu'il y a clairement des mutations qui, on pense, augmentent les risques de développement de leucémie. Donc c'est un petit peu illustré ici. Donc, ça, c'est une cellule hématopoïétique, donc une cellule du sang qui va se différencier. Puis ce qu'on voit, c'est que dans ce cas-ci, il n'y a pas rien qui se passe. Par contre, il y a des patients, clairement, qui vont acquérir des mutations qui vont donner un avantage prolifératif. OK? On peut identifier beaucoup de ces mutations-là, puis on peut même les identifier, puis on peut même les quantifier. Quand on les quantifie, on appelle ça la fréquence des allèles variantes, ou VAF. OK? Donc, on peut dire qu'il y en a 2 5 ainsi de suite. OK? Mais ce qu'on se rend compte quand on regarde les patients qui ont des mutations qui semblent prédisposés à la leucémie, c'est que non seulement il y a une prédisposition à la leucémie, mais aussi un impact au niveau de l'espérance de vie indépendant de la probabilité de développer des cancers de leucémie, puis aussi une augmentation au risque associé au développement de maladies cardiovasculaires. Donc, on ne sait pas encore pourquoi, mais c'est quelque chose qui est sujet à une étude. Mais ce qui est très intéressant ou inquiétant, ou en tout cas une opportunité certainement, c'est l'observation que jusqu'à 10 des adultes qui ont 70 ans et plus vont avoir des mutations CHIP. Donc, c'est quand même un chiffre élevé, d'autant plus que, comme vous savez probablement, la population due au vieillissement des baby boomers, il y a de plus en plus de gens qui ont 70 ans et plus, puis il va en avoir de plus en plus. Okay? Donc, l'opportunité de la recherche pour les chips, donc c'est un domaine de recherche assez chaud à l'heure actuelle parce qu'on pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Donc, d'une part, c'est prévention. Donc, pouvoir dire à des patients, bien, écoutez, vous n'avez pas de problème maintenant, mais vous avez une haute probabilité dans un laps de temps relativement court de développer une leucémie et peut-être développer des façons d'intervenir. Donc, ça, c'est évidemment idéal. On veut pouvoir diagnostiquer vraiment plus tôt les gens qui sont à risque de leucémie et donner un prognostic. Et puis l'autre aspect, c'est pouvoir évidemment déterminer les types de traitements que ces gens-là devraient bénéficier. Okay? Donc, la justification, si vous voulez, de recherche quant aux chips, c'est parce qu'on pense qu'une détection précoce est essentielle si on veut améliorer les résultats en matière de santé. Donc, vraiment être en amont et puis éviter là, que les gens développent la leucémie et ainsi de suite, et ce faisant augmenter la survie. À l'heure actuelle, quand vous allez voir votre médecin de famille, les tests que vous allez avoir, c'est une formule sanguine complète. Donc, c'est vraiment juste ça qu'on a cliniquement. Donc, mais le problème avec ça, c'est que ça ne va pas détecter si vous avez des mutations. Donc, souvent, les gens qui vont nous voir en clinique vont dire, mais je ne comprends pas, il y a 3 mois ou il y a 1 mois même, j'allais voir mon médecin de famille, tout était normal. Et puis, ils se demandent si le médecin de famille n'a pas manqué quelque chose. Mais la réalité, c'est probablement qu'il n'y avait rien manqué parce que rien de détectable, en tout cas. Avec les techniques classiques, on pense qu'avec la technologie des chips et les biomarqueurs, on aurait peut-être pu les détecter à l'heure actuelle. On n'en est pas là, mais c'est ce qu'on voudrait dans le futur. On pense que la découverte d'une expansion clonale pré-leucémique, presque 10 ans avant le premier signe de la maladie dans les corps de population générale, laisse entrevoir une approche révolutionnaire, donc où on diminuerait l'incidence de leucémie, empêcherait, si vous voulez, des gens de développer des leucémies. Donc, cette diapo est vraiment juste
pour, encore une fois, illustrer ce concept-là de façon un petit peu plus, peut-être, claire. Donc, ce que vous avez, c'est des cellules souches hématopoïétiques normales. Or, ces cellules-là peuvent acquérir des mutations. Donc, une mutation, 2, 3, 4, et ainsi de suite, et se proliférer. Or, les gens, c'est des cellules souches hématopoïétiques préleucémiques qui contiennent des mutations, des biomarqueurs, ne vont pas nécessairement, mais certaines vont développer des leucémies. Okay? Et puis, la grosse question de recherche, c'est de savoir si oui ou non, de savoir si cette période d'hématopoïèse clonale offre des possibilités de détection et d'intervention plus précoce. Okay? Donc, c'est une question très pertinente et qui, comme mentionné plus tôt, est sujet à beaucoup de recherches. Donc, ce qu'on veut, c'est utiliser, si vous voulez, comme une boule de cristal pour avoir meilleur outil pour prévenir l'avenir, identifier les personnes atteintes de CHIP qui présentent le risque le plus élevé de leucémie myéloïde aiguë. Okay? Il y a des études qui se font pour essayer de valider les biomarqueurs ou les mutations qui ont un rôle prognostique, qui peuvent déterminer c'est quoi la probabilité que quelqu'un développe une leucémie. Il y a aussi des recherches qui sont nécessaires avant de pouvoir, avant que ça passe. En fait, il y a beaucoup de travail qui doit être fait avant que ça passe en clinique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va avoir lieu dans 5 ans ou même, en tout cas, certainement pas avant ce temps-là, peut-être même plus de temps, parce que l'autre aspect, c'est que si vous identifiez les mutations riches, vous devez avoir une intervention et vous devez être conscient que ça a un impact. Donc, si je vous dis que vous avez une 50% de probabilité d'une leucémie, mais qu'il n'y a rien que je peux faire, ça va causer beaucoup d'anxiété, ça a un impact sur vos assurances et ainsi de suite. Il y a aussi un aspect de donc la préférence des patients, la protection de la vie privée, et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup d'implications au-delà de... donc, à l'heure actuelle, c'est vraiment au niveau de la recherche, mais éventuellement, on est convaincu qu'il va avoir un rôle, une implication clinique, c'est juste qu'on n'en est pas encore là. Okay? L'autre aspect, le dernier aspect des biomarqueurs par l'entremise des chips, c'est qu'il y a un rôle au niveau de l'identification de chips comme facteur de risque de complications liées à la chimiothérapie dans la prise en charge de lymphomes. Donc, les lymphomes sont issus de mutations qui affectent des cellules qui sont plus mûres. Il peut y avoir différents types de lymphomes, grosso modo les lymphomes de type B, les lymphomes de type T, pardon. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que, surtout chez les personnes âgées, jusqu'à 20 à 30% des patients ont des anomalies ou des chips. Okay? Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, donc, une application potentielle, c'est l'observation, que jusqu'à 20% de ces patients-là ont une reconstitution hématopoïétique incomplète. Donc, pour ceux qui sont familiers un petit peu avec la chimiothérapie, vous savez que lorsqu'on traite quelqu'un avec la chimiothérapie, un des effets secondaires qui est très prévisible, c'est qu'il va y avoir une diminution des comptes sanguins. Donc, les patients vont être ce qu'on appelle neutropéniques, donc les neutrophils vont être bas, ils vont être à plus haut risque d'infection, ils vont souffrir plus d'anémie, donc ils peuvent avoir besoin de transfusion, ils peuvent avoir des problèmes de plaquettes et avoir une augmentation des risques de saignement. Or, il y a des gens qui, pour leur traitement pour les lymphomes, vont avoir des cytopénies, donc des comptes qui vont être beaucoup plus bas pendant beaucoup plus longtemps. Ce qui, évidemment, va avoir un impact sur non seulement les risques de la chimiothérapie, parce qu'ils vont développer une infection, mais aussi, ça se peut qu'on arrête de donner de la chimiothérapie parce que les risques vont être trop élevés. Les risques d'infection sont tellement élevés. Okay? Et donc, ce qu'on observe chez ces gens-là, c'est qu'il y a les cellules progénitrices ne parviennent tout simplement pas à rétablir la formation de cellules sanguines après la chimiothérapie. Okay? Ce qu'on ne sait pas encore, c'est pourquoi certaines personnes âgées atteintes d'un lymphome présentent ces complications. Alors, on sait qu'il y a des chips qui sont identifiés, donc des biomarqueurs, mais on ne sait pas pourquoi, puis on ne sait pas encore comment utiliser cette observation-là à bon escient. Okay? Mais certainement, il y a un potentiel de prévenir les mutations, les problèmes comme la neutropénie fébrile, les anémies, les infections, et ainsi de suite. Okay? Donc, à l'heure actuelle, comme toute bonne découverte en médecine, souvent, les découvertes génèrent beaucoup plus de questions qu'il n'en réponses. C'est
ce qui est intéressant, mais en même temps, c'est ce qui fait que les choses n'arrêtent jamais, mais le potentiel est quand même intéressant parce que ça veut dire que les choses sont susceptibles de s'améliorer si on continue à faire la recherche intéressante et qui est applicable au monde clinique. Donc, en termes de recherche pertinente pour les chips, on sait qu'il y a une grande proportion de personnes âgées qui ont des chips, puis ça a des implications au niveau de leur habilité à tolérer la chimiothérapie, mais aussi au niveau de la probabilité qu'ils développent des leucémies. Ce qu'on veut, c'est utiliser cette technologie-là, ces biomarqueurs-là, afin d'élaborer des plans de traitement personnalisés qui minimisent la toxicité de chimiothérapie, telle que je l'ai mentionné. Et on veut, potentiellement, ces découvertes-là peuvent aussi avoir d'autres applications pour d'autres types de cancers. OK? Donc, cette dernière diapo, maintenant, c'est un petit peu un résumé de ce dont on a discuté. J'espère que les choses étaient claires. Donc, d'une part, je voulais peut-être clarifier ou mettre en évidence le fait que les biomarqueurs, en fait, c'est assez vague comme terme. Ça peut être c'est des molécules biologiques qui peuvent être de forme d'acide nucléique, donc d'ADN ou de protéines, qui peuvent être issues de cellules cancéreuses ou non, et puis qui peuvent être issues de cellules normales ou anormales. Et puis l'identification de biomarqueurs nous donne beaucoup de possibilités, donc de personnaliser le traitement, possibilité d'effectuer des diagnostics avec certitude, ou en tout cas avec un plus haut niveau de précision. Ça nous permet de mieux stratifier les risques. On dit quelqu'un qui est à très haut risque de complications versus quelqu'un qui est très susceptible de répondre au traitement. Et dans certains cas, par exemple pour le FLAT3, de déterminer quel type de traitement est optimal. Donc, des inhibiteurs au FLAT3, par exemple, ou dans le cas de BCR-ABL, dire, écoutez, on a un inhibiteur spécifique à cette mutation-là. OK, donc j'ai parlé des exemples spécifiques. Ce qui est important de comprendre, c'est que les biomarqueurs dont j'ai parlé, c'est une liste minime. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres biomarqueurs. OK, donc je n'ai pas voulu présenter tous les biomarqueurs parce que ça pourrait prendre des jours et des jours, littéralement. Il y en a tellement. Puis il y en a beaucoup dont on ne connaît pas la nature. Et j'ai présenté l'histoire des chips juste pour peut-être souligner que c'est un champ de recherche actif où au Canada, on a une expertise, entre autres, et qui génère à l'heure actuelle plus de questions que de réponses, mais qui est susceptible de changer un petit peu la façon qu'on gère les patients qui sont pré-leucémiques et même les patients qui subissent des traitements. OK? Donc, voilà, à ce titre, à l'heure actuelle, je conclue la présentation et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Villeneuve. Puis effectivement, là, on va passer à la période de questions. Donc, comme je l'avais mentionné en début de présentation, si vous voulez poser une question, juste allez l'inscrire dans la section questions-réponses qui se trouve au bas de votre écran. Puis, on va en poser le plus possible. Et si on n'a pas le temps de la poser et d'y répondre en direct, on va faire un suivi avec vous par courriel. Donc, on avait déjà reçu des questions. J'ai une première question. Est-ce qu'un biomarqueur peut changer suite à un traitement de chimiothérapie? Oui, ben, il peut disparaître tout simplement. So, par exemple, un exemple concret, c'est le BCR-ABL là, qui peut disparaître suite à un traitement ciblé. De la même façon, donc oui, surtout si on parvient à guérir le patient, donc évidemment, le marqueur va disparaître. Donc, si quelqu'un qui a une leucémie myéloïde aiguë, qui a un FLAT3 et qui est traité, peut ne pas avoir de FLAT3 qui est détectable. D'un autre côté, une leucémie peut acquérir de nouveaux biomarqueurs, par exemple, s'il y a des rechutes. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en rechute d'une leucémie myéloïde aiguë, souvent, on va tester pour voir si le FLAT3, qui n'était pas présentement, peut être présent, justement parce qu'on a un traitement de gilteritinib qui peut être utilisé pour ces gens-là. Donc, un des avantages avec certains marqueurs, c'est qu'il permet de détecter à un haut niveau de sensibilité la présence d'une leucémie, par exemple. Donc, ne pas attendre que la leucémie soit très avancée. Donc, si quelqu'un est en rechute ou si on pense qu'il y a une progression, on va pouvoir le détecter beaucoup plus rapidement.
Parfait, merci beaucoup. Une autre question qu'on a reçue, c'est une personne qui demande euh, peut-on savoir l'espérance de vie avec les biomarqueurs? Euh, pas sur une base individuelle. Donc, l'espérance de vie, vous allez lire là-dessus ou le médecin va vous dire ça, c'est vraiment basé sur une population dans le cadre d'une étude. Donc, on dit l'espérance de vie, ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans, ou je vous ai montré des courbes de survie. Il faut comprendre que d'une part, c'est une population spécifique, là, donc la population qui était enregistrée dans le cadre de cette étude-là. Mais sur une base individuelle, c'est impossible à dire. Parce que vous imaginez que quelqu'un qui a, par exemple, 90 ans, qui souffre de maladies coronaires, qui a un cancer de la prostate, qui a une démence, quoi que ce soit, qui a beaucoup de problèmes, pour la même maladie, il va avoir une espérance de vie qui est très, très différente de quelqu'un qui a la même maladie, mais qui est beaucoup plus jeune et qui n'a pas de comorbidité. D'autre part, même avec les biomarqueurs à l'heure actuelle, on sait on n'est toujours pas certain. Il y a deux choses. D'une part, si le patient va répondre ou non, il y a toujours une probabilité. Même avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, certains patients ne répondent pas aussi bien qu'on le souhaiterait. D'autre part, il y a l'aspect de la toxicité. Donc, quelqu'un peut avoir vraiment des effets secondaires suite au traitement, surtout des traitements de chimiothérapie. Donc, quelqu'un peut avoir des neutropénies, quoi que ce soit. Donc, il peut avoir une réponse, oui, mais des toxicités qui sont telles que ça affecte la probabilité de survie. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a personne, il n'y a pas de technologie, puis il n'y aura jamais de technologie qui va dire, vous, votre survie, c'est 6 mois ou 1 an. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le profil que vous avez, votre survie est dans cet ordre-là. Plus on a d'informations, plus on va pouvoir être en mesure de dire, ben, votre survie, c'est peu probable que c'est très probable, par exemple, que vous allez survivre plus que 5 ans ou plus que 10 ans en fonction de ce qu'on connaît. Donc, alors, à l'époque, il y a 30 ans, on regardait la leucémie, même avec les agents chimiothérapeutiques, on n'était pas très habilité à dire quelle est la survie. Mais maintenant, parce qu'on a plus de biomarqueurs, on peut dire votre chance de survie, en fait, est très bonne ou peut-être qu'elle ne l'est pas. Donc, donc, voilà. Parfait, merci. Une autre question qu'on a reçue, c'est est-ce que le MYD88 est considéré comme un biomarqueur? Mm-hmm. Oui, bien sûr. Donc, à l'heure actuelle, c'est un biomarqueur au niveau diagnostic pour la leucémie plasmocytique, mais il n'y a pas de thérapie ciblée disponible à l'heure actuelle. Mais certainement, c'est un biomarqueur. Donc, c'est vraiment juste pour illustrer le fait qu'un biomarqueur, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être une mutation génétique, ça peut être un gène, euh, ça peut être le niveau de votre cholestérol, ça peut être un biomarqueur, ça aussi, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente, quelle est l'utilité, quelle est l'application. Est-ce que c'est quelque chose au niveau diagnostique? Donc, dans ce cas-ci, c'est au niveau diagnostique. Est-ce que c'est au niveau thérapeutique, prognostique, ou des fois, ça peut être une combinaison de tout ça. Puis l'autre aspect, c'est de savoir si c'est un gène, un chromosome, ou si c'est une protéine, et ainsi de suite. Parfait. Puis avant de passer à une autre question, je veux juste mentionner des commentaires aussi qu'on a reçus qui vous remercient en fait pour la présentation là, et soulignent que c'est très, très bien vulgarisé. Donc, Oh, merci, merci beaucoup. Puis, une autre question qu'on a reçue, c'est une personne qui demande ce que vous pensez de l'arrêt de la médication de la LMC après un certain temps. mm-hmm. Ben, je pense que c'est quelque chose de très prometteur parce qu'en dépit du fait que beaucoup de patients vont tolérer et vont avoir une qualité normale ou presque normale, euh, c'est clair que si on peut arrêter le traitement, il y a quand même des coûts, là, puis des toxicités. On ne sait pas si dans 20 ans, il va y avoir des toxicités. Ce qu'on pense, à l'heure actuelle, on sait que des patients qui ont été traités pendant 10-15 ans ne sont pas avoir de toxicité accumulée. Okay? Tout de même, si je vous dis que vous avez le choix d'arrêter de prendre un traitement, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on sait qu'il y a à peu près donc, certains patients, donc des patients qui ont une très, très bonne réponse, qui ont des maladies qui n'est pas détectable ou presque pas détectable pendant 2 ans, puis qui n'ont pas de complications, ces gens-là, à peu près le tiers vont pouvoir arrêter la maladie, pardon, le traitement inhibiteur de tyrosine kinase. Donc, c'est quand même très prometteur, mais il faut que ce soit fait dans un cadre très suivi. Donc, vous ne voulez pas arrêter de vous-même. Vous voulez que le médecin, votre hématologue suive justement le BCR-ABL par PCR, suivre le biomarqueur pour dire, oh non, non, non,
vous avez arrêté il y a 3 mois, mais maintenant, je vois que le BCR-ABL est détectable, même si le niveau est très, très bas. Donc, vous voulez pouvoir tout de suite recommencer le médicament avant que le patient développe des symptômes, avant qu'il y ait des problèmes. Et donc, c'est une des utilités justement de cette... donc, si on n'avait pas de façon de détecter, si sensible, on ne se sentirait pas confortable de le faire, mais parce qu'on a un biomarqueur, puis on a un niveau de détection qui est très, très sensible. Donc, il va permettre de détecter la maladie avant qu'il y ait des manifestations. OK? Parfait. Puis on va peut-être poser une dernière question. En fait, c'est une personne qui demande plus précisément quels sont les marqueurs pour le lymphome folliculaire et un peu là, comment les interpréter après les traitements avant qu'une récidive s'installe. Oui, donc je ne traite pas le lymphome folliculaire. Là. Il y a la transplantation 11. En fait, je ne peux pas vous dire là, de mémoire les marqueurs spécifiques au lymphome folliculaire. Cela dit, autant que je sache, il n'y a pas de suivi là, quant aux mutations génétiques qu'ils peuvent avoir. Là. Ce qu'ils vont utiliser beaucoup plus, ça va être la taille des ganglions en tomodensitométrie, donc en utilisant des scans ou même à l'examen physique. Donc, la grosse différence, la leucémie, le lymphome folliculaire est un lymphome qui, en général, pour la majorité d'entre eux, n'est pas guérissable. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une résolution complète là, ou une normalisation. On veut juste contrôler la maladie. Donc, ben, parfait. Un grand merci encore, docteur Villeneuve. Encore une fois, là, je reçois dans la zone de questions des gens qui remercient, qui disent que la présentation était très claire, très bien présentée. Donc, merci pour votre temps, pour nous avoir présenté toutes ces informations vraiment intéressantes. Puis, si vous pouvez changer la diapositive pour moi. Donc, nous sommes là pour vous aider, comme on l'a mentionné en début de présentation. Vous voyez encore une fois les informations afin de nous joindre si vous avez des questions. Visitez aussi notre site cancer au pluriel du sang.ca dans l'onglet Web diffusion si vous voulez revisionner nos web diffusions passées, dont celle-ci. Prochaine diapo. Ah. Il y a une diapo qui est manquante, mais c'est pas grave. En fait, je voulais absolument pas oublier de vous inviter à notre toute première semaine du mieux vivre avec un cancer du sang qui va avoir lieu virtuellement, donc dans la semaine du 8 au 12 novembre prochain. C'est un événement qui s'adresse aux personnes touchées par un cancer du sang, à leurs proches, mais également aux professionnels de la santé. Puis nous allons y présenter des conférences animées par des experts sur différents domaines qui vont donner des conférences sur prendre soin de sa santé mentale, sur la nutrition, le yoga, la gestion du stress et du changement par nul autre que Nicole Bordelot, là, qui est une autrice conférencière très, très populaire et connue pour ses balados et bien plus encore. Donc, vous pouvez vous inscrire sans tarder en visitant le cancer au pluriel du sang, conférence.ca. Si vous cherchez là, le lien pour vous y inscrire, vous pouvez toujours communiquer avec nous aussi et on va vous aider à faire votre inscription. Puis avant de vous quitter, j'aimerais vous dire qu'on va vous envoyer un sondage qui va apparaître là, quand la fenêtre de la conférence va se fermer. Donc peut-être seulement prendre 5 minutes pour y répondre, ça nous aide grandement là, à planifier nos prochains événements éducatifs en ligne. Donc merci encore pour votre grande participation. Je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité. Bon courage. Merci.